de médiateur entre Israël et les Palestiniens, mais également de porte-voix des Américains, donc aussi joue un rôle dans le sens de l'écrasement de toute l'écrasement pacifique, lui, parce que il n'agit pas, elle, parce que l'Égypte n'agit pas directement à Gaza, mais enfin joue le rôle tout de même d'allonge, disons, du gouvernement américain, puisque ce régime égyptien ne tient que par la volonté des Américains. Alors c'est une double frontière, effectivement, qui sera bientôt une triple frontière, parce qu'il y a un autre mur qui est en train d'être construit. Et il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a sur un territoire qui est quand même assez restreint, donc d'une part la bande de Gaza, de l'autre côté des habitations, des villes, des kibboutz, qui sont bien souvent des kibboutz qui ont été construits dans un but stratégique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une pénétration entre l'aménagement du territoire et le guerrier en Israël, et ces kibboutz étaient menacés par des tunnels qui étaient creusés par le Hamas et qui donc servaient à conduire ou pouvaient servir à conduire des combattants du Hamas contre ces kibboutz, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement israélien justifie la présence de ce no man's land, Ronnie Broman. Mais la répression a ceci de caractéristique que c'est un cycle sans fin. La répression appelle de la révolte, qui appelle plus de répression, qui engendre plus de révolte, et ainsi de suite. Donc, on peut continuer indéfiniment à construire des murs, à masser des policiers, à entraîner des unités d'élite, à tirer sur des gens désarmés, à semer la haine pour justifier sa propre violence. C'est absolument sans fin. Moi, je ne cesse de dire depuis des années que j'ai l'impression, en regardant la politique israélienne, d'assister à un suicide au ralenti, d'assister à une lente pression de la gâchette avant que la balle tire et ne traverse la tempe. Suicide qui commencerait quand, selon vous ? Qui commencerait, je pense, dans les années 90 avec l'assassinat de Rabin et le durcissement constant depuis cette époque-là de la politique israélienne concernant les Palestiniens. C'est-à-dire à peine un chef d'État, d'ailleurs le seul, qui a eu le courage de considérer que la solution du problème avec les Palestiniens passait par autre chose que des mobilisations militaires, des bombardements et des emprisonnements arbitraires, mais par une reconnaissance de son adversaire et une discussion politique avec celui-ci. Bref, que la sécurité n'est pas qu'affaire de fusil, mais aussi affaire d'entente avec ses voisins. Rabin a été le seul, il a payé cela de sa vie, et depuis lors, qu'il s'agisse de Pérez, qu'il s'agisse de Ehud Barak ou de successeurs, de Sharon, et a fortiori de Netanyahou, on a vu qu'un durcissement continue au fil des années de la politique israélienne. C'est cela que j'appelle ce suicide, c'est sans fin, et enfin, plus exactement, je pense que ça ne peut avoir qu'une fin tragique. Mais alors, ce durcissement, il a une parenthèse. Vous parliez d'Ariel Sharon. Ariel Sharon, alors Premier ministre de l'État d'Israël, décide en 2005 de restituer de manière unilatérale, peut-être reviendrez-vous sur le terme d'unilatéral, décide de restituer Gaza, qui était donc ce territoire, parce qu'il faut dire aux auditeurs que c'est un tout petit territoire. Dans ce territoire, il y avait des implantations israéliennes, ce qui suscitait toute une série de problèmes moraux et stratégiques. Sharon décide d'évacuer la bande de Gaza avec des scènes très dures, puisque ces colons ne se laissent pas faire. Il y a... Enfin, la mansuétude de l'armée israélienne vis-à-vis de ces colons qui ne se laissaient pas faire a quelque chose de frappant lorsqu'on la met en contraste avec la dureté implacable vis-à-vis des Palestiniens. Oui, il n'y a pas eu de balles tirées effectivement à ce moment-là, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est une bande de Gaza dont Israël se retire. On dit à l'époque que ça va devenir le Singapour ou le Hong Kong du Moyen-Orient, et le Hamas vient au pouvoir 2 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la situation est aussi unilatérale que vous le dites, dès lors qu'Israël a évacué la bande de Gaza, Ronnie Broman? La situation n'est pas unilatérale, elle est asymétrique, mais elle n'est pas unilatérale, que les choses soient claires. Il y a des responsabilités palestiniennes, la désagrégation à la fois politique et morale de l'autorité palestinienne, sa corruption, la pratique de la torture, ne sont pas pour rien dans la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens. Donc je tiens à ce que les choses soient claires de ce côté-là, je n'approuve pas du tout cette politique. Simplement, nous sommes dans une situation d'occupation et d'asymétrie, et il faut situer des responsabilités au niveau où elles sont
et ne pas tout aplanir. Alors pour ce qui concerne la responsabilité, disons l'évacuation de Gaza, je rappelle que les Israéliens s'en sont retirés pour mieux verrouiller Gaza, que Dov Weissglass, le principal conseiller de Sharon à l'époque, ne cachait pas ses intentions lorsqu'il disait dans une interview accordée d'ailleurs au journal Haaretz que le retrait de Gaza était le gel du processus de paix. Je dis bien le gel du processus de paix. Ce sont les mots qu'il a employés. Donc la dimension, disons, stratégique de ce retrait n'échappe à personne, mais la signification de cette stratégie, elle, peut être vue différemment. C'est-à-dire pas comme l'amorce d'une discussion avec les Palestiniens, puisque d'une part, l'autorité palestinienne est totalement discréditée, on ne lui adresse même pas la parole, on ne l'informe pas de ce qu'on va faire, on la tient soigneusement à l'écart. Donc si on avait voulu mettre le Hamas comme unique créditeur, comme unique bénéficiaire du retrait israélien, on n'aurait pas agi autrement, et je pense d'ailleurs que c'est très explicitement ce que les Israéliens voulaient faire. Avoir le Hamas en face d'eux, couper la bande de Gaza de la Cisjordanie, et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement réussi. Je pense que c'est un échec qui leur coûtera à terme très cher, mais c'est une réussite tout de même. Alors, il y a quand même une chose sur laquelle le Hamas s'entend bien, c'est montrer qu'il est l'interlocuteur privilégié, puisque il y a eu encore un attentat récent le 13 mars dernier dans la bande de Gaza, un membre du gouvernement du Fatah, autrement dit, de la faction palestinienne qui dirige la Cisjordanie, est venu en visite à la bande de Gaza. Il a été victime d'un attentat, il en a réchappé, Rami Hamdallah, mais c'était une preuve de plus que la réconciliation était impossible, et c'est un signe pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou que le Hamas est le seul interlocuteur dans la bande de Gaza, et c'est ce qu'invoque le gouvernement pour dire nous n'avons pas d'autres personnes à qui parler. Oui, enfin, d'une part, précisons que cet attentat a été condamné par le Hamas, que à ce jour, la lumière n'a pas été faite sur les auteurs de celui-ci, et donc qu'on ne peut pas imputer au Hamas cet attentat, et je crois personnellement qu'il n'a rien à y voir là-dedans, que c'est plutôt une perte d'autorité qui s'est signalée dans cet attentat qu'autre chose. On va continuer à évoquer la situation en Israël et en Palestine, mais on va prendre du recul sur l'histoire palestinienne. Vous allez nous raconter votre conception, Rony Broman, de cette tragédie, car c'est une tragédie qui a lieu aujourd'hui au Proche-Orient, et vous nous direz ce que l'on peut faire, ce que l'Europe peut faire pour tenter de remédier à ces scènes tragiques qui se répètent à intervalles réguliers. En attendant, il est 8h sur France Culture.